On va accueillir Azaël Hadari. Bonjour Azaël. À toutes. Je vous laisse la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et ben justement, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais justement, aujourd'hui s'ouvrait pas encore un cursus, mais déjà une formation sur la communication responsable à Sciences Po Paris. Et donc, grâce au numérique, j'ai le don d'ubiquité, je peux être aussi avec vous aujourd'hui. J'ai préparé quelques slides, évidemment, qui seront open source. Hein, j'aurai plaisir à ce qu'elles soient partagées. Le point d'entrée, moi je vais vous parler d'un point de vue qui est mon métier, qui est je viens du monde de la mesure. Je ne suis pas une agence. Depuis 25 ans, moi, mon métier, c'est de mesurer avec occurrence les impacts de la communication. Et en propos un peu liminaire, c'est intéressant ce parcours parce que jusqu'en 2010, mon métier était strictement la mesure de ce qu'on va appeler le ROI. Voilà. De 95 à 2010. Chez Occurrence, on a mesuré le retour sur investissement. Donc, c'est quoi le retour sur investissement? C'est j'investis en communication, en marketing et j'essaye de maximiser les effets pour ma marque en termes de notoriété, d'image, etc., etc. Et en 2010, il y a une bascule. Et je vous en fais part en introduction. Et en 2010 et en 2012, je peux dater mon point de bascule. C'est que apparaît en 2010 quelque chose qui s'appelle la norme ISO 26000. Elle apparaît fin 2010. Pour moi, c'est une révélation. Je vais m'en emparer. Je vais écrire un livre d'ailleurs sur la norme ISO 26000. La norme ISO 26000, c'est la norme des normes RSE. C'est vraiment, je vous invite à la lire. Elle est très bien écrite. Elle est écrite dans un style presque poétique. Ça peut paraître surprenante, mais oui, elle fait 120 pages et elle est très bien écrite, cette norme. Et pourquoi 2012? Parce que la norme ISO 26000, qu'est-ce qu'elle dit à tous les secteurs? Elle dit je suis une plateforme, faites de moi ce que vous voulez pour votre métier. Prenez cette norme ISO 26000 et appliquez-la à vos champs de compétences. Faites des achats responsables, faites du BTP responsable et tenez-vous bien, quel est le métier qui s'en empare en premier? Et d'ailleurs, on était nombreux à s'en emparer grâce aux associations. Tu as cité Place de la Communication, l'APACOM en Aquitaine, Communication et Entreprise, l'association dont je suis secrétaire général, la ACC, beaucoup d'associations vont s'emparer de cette norme ISO 26000. Et tenez-vous bien, le premier métier qui proposera une application sectorielle à la norme ISO 26000, c'est le métier de la communication, et on est fin 2012. Donc, aujourd'hui, on est là pour voir, et cette journée, elle est là pour voir le verre à moitié plein. Au fond de moi, pour commencer par un petit grincement, il y a un petit grincement au fond de moi qui me dit, mais au fait, depuis 2012, on avait tout. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2012? On a un peu hiberné. C'est pas grave, on est là, on est motivé, on est mobilisé, on va y aller, on se lance. Mais simplement pour vous dire que depuis 2012, globalement, sur l'établi, dans la boîte à outils, on est déjà assez bien équipé. Alors, c'est pour voir le verre à moitié plein et vous évoquer les enjeux et les grands éléments importants de cette démarche, on va considérer que c'est pour ça que je l'ai appelé on se lance, c'est ici et maintenant. Ici, parce que je considère que là, aujourd'hui, il y a toute la filière qui est réunie physiquement ou en distance. Et quand je dis ici, je veux dire que c'est un sujet sectoriel. Là, il faut un peu abolir les enjeux de concurrence, les divergences, etc. On ne peut se sortir de cet enjeu, aller vers la communication sociale que tous ensemble. Tous ensemble, ça veut dire toute la chaîne de valeur du marketing et de la com, en commençant par les écoles. Les écoles, les universités. Si on manque de diversité dans les équipes com et dans les agences, la question, ça va être comment on peut les sourcer, comment ils peuvent être déjà là dans nos écoles. Puis ensuite, on va faire toute la chaîne de valeur. La com responsable, c'est un sujet du donneur d'ordre public ou privé. Et là-dessus, le public avance à grands pas. Aujourd'hui, il y a vraiment dans les appels d'offres publics des clauses environnementales, des clauses sociales. Et là, quand je vois certaines agences qui considèrent que c'est des handicaps ou que c'est des freins, je pense qu'en fait, ce sont des opportunités. Voilà, les donneurs d'ordre sont importants dans ce schéma-là, puis les agences qui doivent se transformer, les médias aussi, avoir des offres sur les médias responsables. Et puis, j'oublie pas les indépendants et les freelances. Pour moi, d'ailleurs, c'est souvent le premier indicateur quand je fais un audit sur la communication responsable, c'est dis-moi comment tu traites tes freelances, je te dirai à quel niveau de responsabilité tu es.
C'est un élément très important. On est une chaîne de valeur, on va y revenir. C'est pour ça que moi je vais parler beaucoup d'éco-socio-production et pas simplement d'éco-production, parce qu'on est un biotope, parce que notre secteur est un biotope. Je vous rappelle que la communication en France, c'est 700 000 emplois directs et indirects. Alors c'est des chiffres avant pandémie, on verra ce qu'il en est après. Mais donc on ne peut pas ignorer la dimension sociale de notre métier. Donc c'est ici, c'est tout le monde. Et pourquoi c'est maintenant? Et là, c'est maintenant parce que là, je vois, moi, 3 injonctions très fortes qui arrivent. Je vous ai dit que j'étais un petit peu chafouin de voir que depuis 2012, on aurait pu s'y mettre plus. Mais bon, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi il y a un momentum aujourd'hui? C'est parce qu'il y a 3 injonctions. Il y a une injonction sociétale. Là, je vous invite à lire. Enfin, il faut lire nos opposants, ce que disent de nous nos opposants. C'est douloureux, c'est souvent du bashing, c'est souvent au vitriol, c'est souvent 100% à charge. Mais si vous devez lire quelque chose, lisez par exemple un rapport qui s'appelle Big Corpo. Voilà, pas Big Pharma, Big Corpo. Il est téléchargeable. C'est plusieurs associations, plusieurs ONG qui ont produit un rapport de plus de 200 pages, totalement à charge sur nous. Mais il y avait, vous savez, cette fameuse phrase de Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Il s'agit de ne plus regarder ailleurs. C'est dur de voir les critiques qui nous sont formulées. Parfois c'est malhonnête, c'est des critiques qui ne sont pas honnêtes intellectuellement, mais il faut les regarder parce que elles sont face à nous. On doit y répondre. Voilà, on doit y répondre collectivement. Et ça, c'est une première injonction. La société nous envoie un message assez fort sur nos métiers. Et Valérie, non, c'est encore avant, Valérie Martin vous en parlera sur les imaginaires, mais c'est un élément très important. La deuxième injonction, eh bien, c'est l'injonction législative. Notre secteur, depuis 1974, se fait régulièrement légiférer, si j'ose dire. On se fait tirer les oreilles. La loi Veil sur le tabac, la loi Sapin, la loi Evin, aujourd'hui la loi Pompili. La Convention citoyenne a abondamment abordé notre sujet. Vous mettez 150 citoyens tirés au sort qui ne se connaissent pas. Au bout de la deuxième séance, ils parlent de quoi? Ils parlent de notre métier et pour le critiquer. Donc il ne faut pas qu'on attende la 14e loi qui va nous empêcher de faire notre métier. Donc il y a une pression législative sur nos métiers. Et enfin, il y a une troisième pression qui me semble très intéressante, parce que celle-là, j'ai l'impression qu'elle est très entendue, c'est les talents. Aujourd'hui, les jeunes générations, ils veulent travailler pour être du côté des solutions. Ils ne veulent pas être du côté des problèmes. Et si notre secteur est identifié uniquement comme étant un secteur à problème, non compatible avec la transition, où il fait mal vivre, où il y a du harcèlement, où il y a des charrettes, où on est mal payé, où on ne va pas garder nos talents et on ne va pas les faire venir. Et on est un métier, enfin, c'est pas de la flagornerie collective, on est un métier d'intelligence. On a besoin de gens intelligents, on a besoin de gens bien formés, on a besoin de gens différents, avec de la diversité. Si on ne les fait pas venir chez nous, on va se paupériser intellectuellement. Donc ça, c'est pour ça que c'est maintenant, c'est pas demain. Je vous le disais au début, on a tous les éléments, on a tous les référentiels, tout est sur la table globalement aujourd'hui. Je pense que vous en verrez, beaucoup de personnes parleront des outils. On a des systèmes, si on peut passer sur la slide d'après, on a des systèmes pour mesurer les bilans carbone, on a des chartes, je vous invite à aller voir le programme FAIR de l'Union des marques, on a l'ensemble des recommandations de l'ARP, on a énormément de choses. Aujourd'hui, vraiment, ce n'est plus, on ne peut pas se cacher derrière l'argument on n'a pas les outils, on ne sait pas faire. C'est vraiment un sujet de volonté. Et comme dirait le grand penseur, là où il y a une volonté, il y a un chemin. S'il y a la volonté, il y a le chemin. Et là, ce chemin, il est bien balisé. On a les outils. Voilà 2 pages. Et sur la deuxième page, vous avez, et la liste est pas infinie, mais la liste est très longue, hein, des outils. Vous êtes dans l'audiovisuel, allez voir le collectif Écoproduction qui a produit Carbon Clap pour mesurer l'impact CO2 de vos productions audiovisuelles. Si vous êtes dans l'événementiel, allez voir l'outil ADER, etc. L'outil très bien fait anti-greenwashing de l'ADEME. Sur le sujet sexiste, allez voir ce qu'a fait Communication Entreprise sur le kit de la communication pour une communication
communication non sexiste, ce sont des kits, ce sont des outils, hein, c'est pas juste des jolies paroles, hein, ce sont des outils pour travailler. Voilà où on en est, voilà où on en est aujourd'hui. Merci pour le dessin. Sur le faux ami que je voudrais absolument tuer ce matin, là, c'est avec vous aujourd'hui, c'est la communication responsable. Ça n'est surtout pas que la communication sur la RSE. Ça, ce serait vraiment, par facilité, on confond parfois les deux, comme responsable versus comme sur le thème de la RSE. Là, l'idée, la métaphore que je vous invite à adopter, c'est imaginer que la fonction communication et marketing est un véhicule, que vous fassiez venir comme passager monsieur ou madame RSE, c'est très bien, c'est très utile. Voilà, vous allez transporter, vous allez véhiculer les thématiques RSE, mais on ne peut pas se contenter de ça. La com responsable, ça dit la chose suivante, change de voiture, change le moteur de ta voiture, ouvre le capot. Ça ne peut pas être, c'est sur la page d'après, ça ne peut pas être que le sujet de communiquer sur. Ça, vous le faites, je pense, depuis longtemps. Ça ne peut pas se résumer à simplement cette thématique. D'accord ? Il faut absolument faire ce travail-là. Voilà. Pardon, je vous ai perdu. Ouais, si vous pouvez changer de page. Voilà. Voilà. Ce sujet-là, la com responsable, ça doit être un peu plus que ça. Je le résume souvent, la com responsable, avec ces deux mots, qui sont juste deux mots, mieux et juste. Voilà, c'est juste faire notre métier mieux et juste. Juste, c'est un bon terme, je pense, pour définir, parce que juste, en français, ça a plusieurs sens, mais tous sont très, très, très valides et peuvent donner une grille pour vous, pour comprendre ce que c'est. C'est juste, c'est-à-dire fiable, c'est cette notion de fiabilité, c'est-à-dire de sincérité de ce qu'on décrit, d'authenticité, mais juste, ça veut dire aussi la notion d'intégrité, c'est intègre, c'est éthique, et puis juste, et ça c'est un mot, vous allez voir, qui va être très compliqué à gérer, peut-être que certaines personnes vont vous en parler aujourd'hui, et ce sera intéressant de les écouter, juste, c'est aussi juste la communication et le marketing dont on a besoin. Et derrière ce mot de juste, il y a un gros mot que je n'ose à peine prononcer, mais qui est face à nous, il va falloir se le coltiner, il va falloir en faire quelque chose, c'est la notion de sobriété. C'est quoi de la com et du marketing sobre ? Sincèrement, c'est un point sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de R&D, beaucoup de réflexions à avoir. Dans la dernière manifestation à Paris, là, pour le climat, j'ai été marqué par une pancarte qui était comme souvent, une punchline extrêmement puissante. Cette pancarte, elle disait « Le monde de demain sera sobre ou sera sombre ». Et quand on applique la notion de sobriété à nos métiers, c'est quoi une communication sobre ? Parce qu'une communication sobre, on va le voir après sur un petit graphique, ça peut sous-entendre, ça doit sous-entendre des renoncements. Et c'est quoi les renoncements que l'on est prêt à faire ? Et ça, sincèrement, c'est... Voilà, on tourne autour, mais à un moment donné, il faudra faire face, se coltiner le problème. Alors si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est exactement la communication responsable ? Moi, je vous propose ma définition en 3 piliers, c'est la slide suivante. 3 piliers, sincérité, authenticité, éthique des messages. Ça, c'est intéressant parce que on va le détailler, mais ça nous reconnecte à notre métier d'origine. Voilà, on produit le sens, les messages. On est la dernière membrane. Moi, je dis souvent que le communicant, le marketing est la dernière membrane avant la diffusion du message. Donc, s'il y a un washing, s'il y a un greenwashing, s'il y a un pinkwashing dans notre contenu, on est le dernier checkpoint où on peut éviter ça. Le deuxième enjeu, c'est ce que je vous ai évoqué, l'éco-socio-production. Voilà. Donc, un petit mot, par exemple, prenons un exemple. Cet exemple-là, il est toujours très intéressant. Si vous voulez chercher un prototype à faire dans vos organisations, un prototype, c'est quelque chose qui va être assez facile à mener, à conduire, pour faire un test grandeur nature sur la réceptivité de vos organisations à la communication marketing responsable. Tester la com responsable sur les goodies, sur les objets promotionnels. Ah, c'est un petit sujet, un tout petit sujet. C'est pas un truc hyper stratégique, mais il y a un début, il y a une fin. Voilà, on peut voir la progression. Voilà, les fameux stylos bic, les fameux bobs, les machins, les trucs. Et voilà, prenez, diagnostiquez, puis regardez comment on peut faire du goodies éco-socio-produit, par exemple. Et enfin, le troisième pilier, la co-construction avec les parties prenantes, on va y venir. Et ce qui est intéressant, et le point qu'il faut aussi bien retenir,
par rapport à des discours ambiants, la com responsable, c'est tous les champs de la communication qui sont concernés. Ça n'est pas qu'un sujet de publicitaire et ce n'est pas qu'un sujet d'environnement. La com responsable, c'est tous les enjeux écologiques, sociaux, sociétaux, et c'est tous les champs de la com. Les relations presse, l'événementiel, l'influence, les relations avec les influenceurs digitaux. C'est de la com interne et c'est de la com externe. Donc vraiment, là aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est totalement holistique et ça nous conduit tous. C'est pour ça que je disais, c'est tout le monde, toute la filière, ensemble. On va détailler un tout petit peu, juste pour vous donner quelques éléments. Je vais assez vite parce que le temps est contraint, mais est-ce qu'on va passer à la slide suivante? Juste pour détailler un tout petit peu ces 3 piliers. On est responsable des messages déployés, donc ça veut dire que tous les washing, green, social, purpose, pink washing, ce sont des enjeux. La propagation des stéréotypes. Comment on casse enfin la propagation des stéréotypes. Pour donner juste un exemple, quand on a fait travailler Kantar sur 25 ans de publicité en France. Kantar a analysé, quand je dis nous, c'est pour communication entreprise. On leur a demandé d'analyser 25 ans de publicité en France. Les personnes en situation de handicap sont visibles dans 1% des publicités. 1% des publicités sont visibles les personnes en situation de handicap. Et quand on les voit, à 90%, c'est pour une communication sur le handicap. Les personnes en situation de handicap en France, aujourd'hui, ils sont 15% de la population. Pourquoi, dans nos communications, sauf quand c'est pour parler du handicap, on ne montre pas les personnes en situation de handicap? Pourquoi, quand on fait une pub sur un gel douche, pourquoi, quand on fait une communication interne ou externe, sauf si c'est pour parler du handicap, on les montre peu ou pas? Et on peut comme ça, et ça, c'est bien la responsabilité de nos métiers. C'est bien nos métiers qui sont responsables de ça. Et Valérie reviendra sur les imaginaires, mais c'est bien là où on construit ou pas un imaginaire positif ou non positif. Donc, on va avoir les relations saines avec les influenceurs, avec les journalistes. Pour vous faire sourire, Nabila a été condamnée il y a quelques mois à payer 20 000 euros parce que, alors pas parce qu'elle faisait, Nabila s'est lancée après le shampoing, etc. Elle s'est lancée dans l'influence sur les crypto-monnaies, hein, les bitcoins, etc. Et donc, elle avait juste oublié de dire qu'elle était payée par un organisme pour faire cette communication. Et donc, elle a été condamnée à verser, enfin, elle a négocié en tout cas son amende à 20 000 euros pour ne pas avoir dit qu'elle était sponsorisée. Eh bien, tenez-vous bien, aujourd'hui, l'ARP a fait une étude là-dessus, il y a 26% des discours commerciaux d'influenceurs qui ne disent pas pour qui ils travaillent. Ça, ce n'est pas éthique. Et on pourrait détailler comme ça abondamment les sujets d'éthique et des messages. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sujets sur nos enjeux sur la première partie. Sur le deuxième, si on peut passer à la slide suivante, sur le deuxième, l'éco-socioproduction. J'en ai pas mal parlé, mais vous voyez, pour prendre un exemple, prenons un exemple très concret dans un secteur qui a beaucoup souffert, et là je suis content que vous puissiez revenir en présentiel et que ça soit aussi un renouveau pour le secteur de l'événementiel. Prenons un exemple très concret, c'est de la bonne page. Voilà pourquoi je parle d'éco-socioproduction. Je suis un annonceur. Je me vante de faire un stand pour un grand salon qui serait totalement éco-conçu. Allez, il est tellement éco-conçu qu'à la fin du salon, je peux carrément faire du compost de mon stand, c'est génial, etc., etc. Si pour en arriver à ce stand éco-conçu, j'ai mené une compétition avec 15 agences pendant 9 mois, que sur ces 15 agences, il y a une agence qui a gagné et que les 14 autres, j'ai même pas eu la décence de les dédommager, ce n'est pas éco-socio-conçu. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que la chaîne, et si vous êtes une agence, même chose, si vous payez à 220 jours un free, c'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, là, il faut faire preuve de solidarité. L'éco-socio-production, c'est un pilier de la com responsable, ça nous engage, ça engage toute la chaîne de valeur. Il faut prendre des stagiaires, il faut prendre des apprentis. Sinon, on ne va pas pouvoir financer les bonnes écoles qui pourront nous apporter la diversité, l'intelligence de demain, etc. Cette chaîne de valeur, elle n'est pas que liée au climat, elle est aussi liée à notre dimension économique et sociale. Ça, c'est le deuxième pilier. Et il engage vraiment tout le monde. Celui-là, il est très intéressant parce qu'il peut y avoir des débats extrêmement fructueux, parfois difficiles, hein, mais comme on vit dans une agence, c'est aussi un sujet. Confère, balance son agency ou d'autres sujets. On a ce regard collectif à avoir aussi sur notre secteur. Ça, c'est la dimension sociale. Et puis le dernier pilier, si on peut passer à la slide suivante, c'est la dimension de co-construction.
avec les parties prenantes. La richesse de notre métier, cette notion, je disais tout à l'heure, de sobriété, peut-être qu'on va pouvoir l'acquérir en écoutant davantage nos parties prenantes et en leur donnant justement la bonne info au bon format, au bon moment. Voilà, et en essayant d'éviter, par exemple, l'infobésité. Le côté tapis de bombe, et désolé pour cette métaphore guerrière, le côté tsunami d'informations, voilà, c'est pas compatible. C'est pas compatible avec les transitions qui sont devant nous. Ça n'est pas possible. Donc il y a ce sujet de renoncement. Et donc si on passe à la slide suivante, qui pour moi est un élément très très important, après la co-construction, donc cette notion d'équation. Alors voilà, d'équation, moi je milite beaucoup, hein, c'est ma formation, enfin, c'est mon métier de base, cette notion de mesure. Donc je considère que la fonction com est une science. On n'est pas des troubadours, on n'est pas des saltimbanques, on est une science. Et vous voyez, pendant la moitié presque de ma vie professionnelle jusqu'alors, mon sujet était juste les deux axes. Au regard de l'argent et des ressources qu'on a mis dans cette campagne, dans cette action de com, interne ou externe, on doit maximiser le retour sur investissement. On est sur cet axe-là, voilà. Et même ce mot est de maximiser. Et puis là, on vient nous dire à tous collectivement, maximiser pas complètement. Parce que en fait, quand tu maximises, peut-être que tu as des dégâts collatéraux. Le yes, pour moi, c'est les impacts écologiques, sociaux et sociétaux. Ce que j'appelle les yes, donc les impacts écologiques, sociaux et sociétaux. Et là, peut-être si vous avez un souvenir de cours d'économie, il y a un truc qu'on appelle l'optimum de Pareto. Voilà, l'optimum de Pareto, et l'optimum de Pareto, c'est pas le maximum de Pareto. Pour vous donner là aussi un cas très concret, vous faites une petite vidéo virale. Vous avez la chance que cette vidéo virale connaisse un méga succès, que ça soit un good buzz, et elle est vue par 4 millions de personnes. ROI au sommet. Vous avez investi peu, vous avez obtenu une énorme viralité. Est-ce que vous prenez pour vous l'impact carbone des 4 millions de vues? Est-ce que vous vous sentez responsable de l'impact carbone généré par vos 4 millions de vues? Et est-ce qu'à un moment donné, vous dites, ah non, mais en fait, je ne cherche pas 4 millions de vues. Je cherche un optimum, quelque part, qui ne vise pas la maximisation de mon ROI. Et c'est là où vraiment, là on touche du doigt pour moi le vrai sujet du fond et qui n'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut des journées comme celle-ci, il faut de la réflexion, il faut des mémoires de recherche, il faut que des gens fassent des thèses, il faut que des gens fassent des mémoires, il faut réfléchir collectivement parce que j'ai pas la solution, mais je vois bien que c'est ça l'enjeu, cet optimum. Et qu'on ne peut pas aller vers simplement la maximisation du ROI. Et c'est compliqué, parce que tout de suite, on voit décroissance, on voit mais comment on va payer les salaires dans nos agences, voilà. Forcément, on identifie ça assez vite. Et ça fait peur, donc ça n'est pas appétissant, si j'ose dire, donc on n'a pas envie d'y aller. Donc on freine, et c'est peut-être aussi ce qui explique que depuis 2012, on n'est pas tant bougé que ça, finalement. Pour avancer, et puis voilà, pas loin de conclure, bon, je vous ai dit, dans ce secteur, si on passe sur la slide suivante, voilà, sur ce secteur, il y a cet enjeu de la marque employeur. C'est assez paradoxal puisqu'on fait des métiers de désirabilité, d'attractivité. Et le constat, j'ai une autre casquette, je suis président aussi des alumni du CELSA, et je vois bien qu'on a un vrai sujet d'attractivité dans nos secteurs, d'attractivité à la source, et puis d'attractivité dans les agences, par exemple, hein, mais globalement dans notre secteur. Donc, je vous disais, les jeunes générations ont envie d'être du côté des solutions, pas du côté des problèmes. Ils ont envie d'être dans des structures où on réfléchit à ces solutions, où on contribue à les mettre en œuvre. Donc, il y a un moment donné, là, si on ne veut pas tarir cette richesse qui nous arrive ou qui nous fuit, il va falloir à un moment donné, là aussi, qu'on gère les choses, qu'on qu'on coltine aux solutions et aux problèmes. Et puis, juste pour terminer, je pense que je terminerai même sur cette slide-là, l'enjeu derrière la com responsable, soit au début, soit pendant, en tout cas, il n'est pas possible de travailler sur ces sujets de responsabilité sans mesurer. Le triptyque que Valérie pourra vous rappeler, mais le triptyque de l'ADEME et le triptyque de toutes les démarches en matière de responsabilité, c'est mesure, réduit ou optimise et compense le résiduel. Mesure, réduit, compense le résiduel. À un moment donné ou à un autre,
dans une démarche RSE, il faudra un truc pas du tout glamour, pas du tout sexy, qui s'appelle des tableurs Excel. Et il faudra de la data. Le communicant responsable de demain, c'est les chiffres et les lettres. Ça ne peut pas être juste un sujet de charte, ça ne peut pas être juste un sujet de jolis mots, etc., etc. Ça doit passer par de la preuve et de la démonstration. Et c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que c'est une démarche de progrès. Les normes, etc., ne vous demandent pas d'être ceinture noire du jour au lendemain. Vous commencez ceinture blanche, mais il n'y a pas de problème avec ça. Et il faut entrer dans ces démarches de progrès. Tu fais, tu améliores, tu mesures, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Et là-dessus, il faut absolument faire tomber un truc qui est peut-être chez nous cadenassé depuis la classe de CP, c'est le côté les notes, les bonnes notes, t'as pas le droit à l'échec, t'as pas le droit, voilà, tout de suite, c'est la faute. Voilà, c'est pas la faute. Et là, il y a une jolie phrase, ça peut être une belle phrase de clôture, une jolie phrase qu'on doit à Nelson Mandela, qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Dans les démarches de responsabilité, c'est exactement ça. On ne perd jamais à commencer, à mettre un pas devant l'autre, à s'améliorer. Au pire, on va apprendre qu'on n'est pas bon, on va apprendre que ça ne marche pas, on va apprendre qu'il faut faire autrement, qu'il faut changer un processus, qu'il faut changer un sourcing de prestataires, etc., etc. Mais on ne perd jamais à le faire. Ben, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Azaël. J'ai oublié de vous préciser que vous pouvez, à travers l'application Imagina, vous pouvez la télécharger, poser des questions en direct pendant les conférences. Moi, j'avais une question, Azaël, justement sur cette question entre le ROI, le IESS et les ressources investies. Comment on justifie aussi aux clients, aux commanditaires, que finalement, à un moment, on va avoir peut-être un ROI un peu moins bon parce qu'on aura un IESS un peu meilleur? Oui, en tout cas, c'est ça l'effort qu'il faut arriver à faire. Alors, il est hyper compliqué. Hein. Je me mets à la place d'une agence ou d'un prestataire, on va dire, là, on va objectivement se restreindre ou faire attention parce qu'on ne veut pas avoir d'effets collatéraux qui dégradent le reste. Ça veut dire que c'est toute une culture, évidemment, à fabriquer, à créer. Il peut y avoir, alors pour moi, un mauvais argument, mais je vous le dis quand même, parce que ça peut toujours être, parfois dans les mauvais arguments, il y a quand même un début de commencement de quelque chose. Ça peut être de faire attention au fait que les ONG, les structures radicales ou moins radicales veillent, que finalement, quel est le risque de faire du greenwashing aujourd'hui ? Le risque, il est plutôt le fait que les Amis de la Terre vous offrent un prix Pinocchio la prochaine fois, que vous ayez un bad buzz sur votre campagne. Donc il y a un risque réputationnel aujourd'hui. Voilà, il y a un risque réputationnel à faire des fautes de quart et j'allais dire, c'est peut-être à ça que servent aussi les ONG, à être des veilleurs. Pour vous donner un exemple très concret, quand on veut parfois maximiser son ROI en publicité, on passe une grande partie de son budget, c'est-à-dire maximiser son audience, par exemple. On va faire on va utiliser une partie de son budget à faire ce qu'on appelle de la publicité programmatique, c'est-à-dire de la publicité digitale, avec ce qu'on appelle du real-time bidding, c'est-à-dire de la vente aux enchères en temps réel. Et puis, c'est-à-dire qu'en gros, des sites ont de l'audience, vous avez des publicités, et puis en une nanoseconde, vos publicités se retrouvent dans des sites. Et puis là, un jour, on vient vous dire, c'est marrant parce que j'ai vu ton site sur un site suprémaciste blanc, j'ai vu ton site, j'ai vu ta pub, j'ai vu ton display sur un site néo-nazi, j'ai vu ta publicité sur un site qui était climato-sceptique, qui était de désinformation. Ça vous paraît surprenant, mais ça, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros par an de publicité qui échouent sur des espaces très nauséabonds, et souvent, et c'est là où j'en viens, souvent sans même que le DIRCOM le sache. Parce que c'est un algorithme qui fait ce match, il dit j'ai de l'audience quelque part, tu veux placer ta pub, pouf. Et là, par exemple, je leur rends hommage parce que c'est des citoyens qui font ça. Il y a quelque chose qui s'appelle un collectif qui s'appelle les Sleeping Giants. Les Sleeping Giants, c'est un collectif de citoyens qui fait ce travail-là de veille et de nettoyage et qui disent, ils viennent dire aux marques, telle marque, tiens, il y a même celle qui en parle souvent, c'est la DIRCOM de la Maïf. Hein. Elle dit, grâce aux Sleeping Giants, j'ai pas évité que ma marque soit sur un site nauséabond, mais je l'ai arrêté à temps.
Et donc les Sleeping Giants viennent te dire « Bonjour, j'ai vu ta marque à tel endroit. Est-ce que c'est exprès ou est-ce que c'est par hasard ?» Voilà. Si c'est voilà. Donc vous voyez, mais c'est compliqué parce qu'il faut arriver à faire comprendre que les autres impacts aujourd'hui font partie de la performance en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est dans la performance aujourd'hui, c'est plus fusionnel. Moi j'ai fait pour la pédagogie, j'ai fait 2 lignes, mais voilà, c'est beaucoup plus fusionnel. Et du coup, par rapport à ces IESS, est-ce qu'il y a des indicateurs sur lesquels on peut déjà se baser Oui. Alors bon, évidemment, la notion de bilan carbone de nos professions, on y vient, soit structurel, soit... et là encore, le petit travail que vous pouvez faire, puisqu'il y a de plus en plus de digitalisation, si vous voulez commencer par quelque chose avec vos DSI, votre IT, c'est déjà le bilan carbone de toute votre partie digitale de votre travail. Donc le bilan carbone, c'est évidemment un indicateur qui va commencer qui commence et qui va vraiment se développer. Mais on peut avoir par exemple un taux de conformité des contenus qu'on délivre sur l'ensemble des washing. Voilà, on a un liste de washing, du green jusqu'aux propos, aux clichés sexistes, etc. etc. La grille, elle peut tout à fait être menée. Et sur 100 contenus que je délivre en com interne, en com externe, est-ce que je me suis assuré que je tends vers 0 ? Voilà, je tends vers 0. Et ça, l'idée, c'est de le faire en amont. Hein. C'est pas forcément toujours en aval, mais en amont, je peux avoir ça. Le fait que je m'assure que 0 € de ma publicité ne termine, ça c'est un indicateur, que 0 € de ma publicité ne termine sur un site qui n'est pas conforme en matière de valeur à ma marque. Oui, je nuance un peu parce que si vous avez... Moi, j'ai eu une discussion une fois un peu surréaliste avec un directeur marketing d'une marque de street food qui avait été pris avec ses publicités assez massivement sur des sites suprémacistes blancs et qui me disait, les yeux dans les yeux, mais à Sahel, les suprémacistes blancs, ça achète des baskets. Qu'est-ce que tu viens me... Voilà, ok, donc c'est pas un hasard que ta pub, là, c'est pas un hasard que ta pub soit là. Pas très bien, enfin, dont acte. Mais donc il y a comme ça pas mal d'indicateurs sur tous les éléments, même pour vous donner un exemple sur l'éco-socioproduction. Vous voyez, quand je vous dis c'est un sujet de bonne relation entre les agences et les prestataires dès les appels d'offres. La notion d'un indicateur, ça va être est-ce que tu dédommages ou pas, à partir d'un certain niveau, tes prestataires perdants. Ou chez un de nos clients, par exemple, un indicateur mis en place, c'est le nombre de jours ouvrés laissés sur chaque demande que ce client fait à ses agences. Il compte le nombre de jours ouvrés laissés à l'agence pour faire le travail. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours et qu'il n'y a jamais de charrette et qu'il n'y a jamais d'urgence. Ça dit juste que ça ne peut pas être structurel. Ça veut dire et pour pas que ça soit structurel, il faut compter. Parce que si, c'est pas grave s'il y a une vraie urgence et qu'on demande un truc le jeudi pour un retour le lundi. Mais si c'est le mode de fonctionnement de base, ça n'est pas possible. Okay. Donc, voilà. Ça, c'est vous voyez, les indicateurs sont très liés à vos objectifs, mais ils sont assez... Plus on a les idées claires sur les objectifs, plus les indicateurs se trouvent facilement. Ok, non, merci beaucoup Azaël. Peut-être que demain on aura du coup sur nos devis aussi le bilan carbone des plans de com, des différentes options de plans de com qu'on propose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est en amont. Vous avez complètement raison. Désolé, mais je le vois apparaître. C'est certaines agences d'audiovisuel. Je le vois. Certaines envoient leurs devis en disant il y a plusieurs manières de faire votre film corporate que vous me demandez. Voilà les 3 devis différents pour un peu 3 projets différents. Et voilà le bilan carbone. Choisissez. Et là l'annonceur est face à exactement cet optimum. Coût, bilan carbone. Alors là, je laisse pour faire le lien avec Valérie, je laisse un gros sujet qui est sur la table aussi. C'est qu'aujourd'hui, le kilo ou la tonne de carbone, de compensation carbone est tellement pas chère. Elle est tellement pas chère elle n'est pas très incitative à la réduction. Et ça, c'est pour faire le lien avec Valérie. Merci beaucoup, Azaël. Merci à vous. Merci à vous. Du coup, on va laisser maintenant la parole à Valérie.